Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 en Bourgogne-Franche-Comté pour cette émission spéciale au lendemain de ce second tour de des élections législatives. Comment ont voté les électeurs en région et comment les politiques s'organisent pour cette nouvelle mandature qui débute? Alors tout d'abord, le rapport de force avec les différents députés de notre grande région que vous voyez. On précise qu'il y a 2 pour le PS puisque Frédéric Barbier dans le Doubs avait la double étiquette PS, La République En Marche. On y reviendra avec lui dans cette émission. On analysera cette situation politique nouvelle avec Catherine Emziri et Lilian Melet, bien sûr. Et puis, place au débat dans cette émission avec celles et ceux qui ont accepté cet exercice aujourd'hui en direct et uniquement des personnalités élues ou réélues hier soir. Didier Martin, d'abord, de La République En Marche, élu député de la première circonscription de Côte-d'Or. Jean-Marie Sermier pour les Républicains, réélu député de la 3e circonscription du Jura. Didier Paris de La République En Marche, élu député de la 5e circonscription de Côte-d'Or. Et avec nous en direct de Mâcon, Cécile Untermaier du Parti socialiste, réélu député de la 4e circonscription de Saône-et-Loire. Et avec nous en direct de Montbéliard, Yann Boucard, élu député Les Républicains de la première circonscription du territoire de Belfort. Merci à tous d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. D'autres invités nous rejoindront bien sûr dans le cours de cette émission. Avant de vous donner la parole pour débattre des résultats, mais aussi peut-être et surtout de la suite, de ce qui va suivre à l'Assemblée nationale, un coup d'œil sur certains nouveaux visages. C'est un élément fort de la soirée que nous avons vécue ensemble sur France 3 hier, comme par exemple celui de Yolaine de Courson dans la 4e circonscription de Côte-d'Or, au nord du département. Jusqu'alors maire de la commune d'Aran, près de Montbard, elle a battu Charles Barrière, le candidat LR-UDI. La soirée d'une nouvelle élue avec Amélie Douet et Isabelle Rivière. À tout à l'heure, chérie. Allez, à tout à l'heure, chérie. 17h. Yolaine de Courson abandonne sa mairie à ses adjoints. Maire d'une commune de 73 habitants, il lui est difficile de prendre la température sur place. En route pour la préfecture de Dijon, la tension monte, les premiers résultats commencent à tomber, c'est serré, très serré. Dans le Châtillonnais, il semblerait que du côté de Sainte-Colombe et tout, je suis en tête. À Châtillon, j'ai encore 300 voix de retard, il me semble. Bon, on va voir, hein. Pour l'instant. C'est le nombre de voix globales qui va compter au final. Hein. 2%. En chemin, elle ne résiste pas à vérifier par elle-même. Ce sera Malin, une commune de 750 habitants, déjà conséquente dans cette circonscription rurale. 2%, 134. 79 Barrière. Ah oui, là, il y a une grosse différence qu'il n'y a pas autant par ailleurs. 12 blancs. Bravo, Malin. Bon. Pour l'instant, j'en ai pas où je suis perdante, mais j'ai pas les villes où ça s'est vraiment passé, quoi. Où je risque, c'est-à-dire Châtillon. Il n'y a pas les grosses villes, voilà. Mais en chemin, tout s'accélère. Oh la vache, c'est génial. Oh Hubert, on va. La rumeur se confirme, le maire de Châtillon n'a finalement pas appelé à voter pour le candidat de la droite. 500 voix d'avance à Châtillon. C'est donc presque sereinement que Yolaine de Courson rejoint son suppléant en préfecture. Finalement, la candidate En Marche l'emporte avec 51,29% des suffrages. 725 voix la séparent de Charles Barrière. Une victoire serrée, mais largement suffisante pour les militants qui attendent impatiemment leur candidate à Montbard. Autre nouvelle figure de notre grande région, Fanette Charvier, toujours pour La République En Marche, sortie vainqueur hier d'un duel de dames dans la première circonscription du Doubs. Elle s'est emparée du siège de la socialiste frondeuse Barbara Romagnan. Emmanuel Rivalin, Jean-Marie Bavrel. 19h, la candidate de La République En Marche arrive sur la pointe des pieds. Fanette Charvier n'en est pas sûre, mais elle vient de battre la députée sortante Barbara Romagnan. J'ai quelques résultats, mais c'est vraiment pas représentatif. C'est certes quelques bureaux de vote qui remontent au fur et à mesure. Donc pour l'instant, je préfère attendre les résultats définitifs pour commenter.
Les résultats lui sont favorables en périphérie, beaucoup moins sur Besançon. Pendant quelques minutes, les 14 points d'avance du premier tour semblent loin. Finalement, c'est chez nos confrères de France Bleu qu'elle a la confirmation de sa victoire. C'est définitif, c'est officiel. C'est la première élection en tant que députée de Fanette Charvier avec un score de 53,49% devant Barbara Romagnan. C'est un résultat effectivement serré, mais voilà, en tout cas c'est tout de même la légitimité des urnes qui parle ce soir. Barbara Romagnan avait prévenu, ce deuxième tour devait remettre les compteurs à zéro. Elle qui avait finalement obtenu le soutien de Jean-Luc Mélenchon dans l'entre-deux-tours, échoue en larmes après un seul mandat. Je suis déçue évidemment pour tous ceux qui sont là, qui sont beaucoup mobilisés, dont je remercie beaucoup. Et puis je suis inquiète de ce qui se passe. J'espère que tous les députés qui sont là, qui seront bien des députés autonomes, la loi travail qui se prépare, est vraiment très inquiétante. Fanette Charvier, poids-plume de la politique, parfaitement inconnue des électeurs il y a quelques semaines encore, devient à 32 ans la plus jeune députée du Doubs. Voilà, deux exemples de renouvellement. Alors Lilian Melet, la Bourgogne notamment, est marquée par un très fort renouvellement avec 10 nouveaux députés de La République En Marche. Oui, incontestablement en Bourgogne, cette victoire de La République En Marche renouvelle profondément le paysage politique, alors que d'habitude on ne se hissait à l'Assemblée qu'après avoir gravi les échelons dans les collectivités. Parce qu'il y a des nouveaux complet, avec en figure de proue Léni Vernet, Perrine Goulet, Patrice Perrot, aucun mandat jusque-là. Dans ce cas aussi, Yolène de Courson, qu'on vient de voir en Côte-d'Or, elle est maire d'une petite commune, Benjamin Dirks et Raphaël Gauvin en Saône-et-Loire. Mais il y a aussi des gens d'expérience sous l'étiquette En Marche. Didier Martin à Dijon, qui est sur notre plateau, a été conseiller régional. Rémi Reberotte, maire d'Autun, est dans le circuit depuis un certain temps. Michel Crouzet dans l'Yonne est conseillère départementale, dans la majorité de droite, soit dit en passant, il va falloir régler ça. Et Didier Paris, à Beaune, ancien sous-préfet, a été le directeur des services de la région. On peut dire qu'il connaît la musique, mais il n'a jamais été élu jusque-là. Merci Lilian pour ces premiers éléments d'analyse. Et contrairement donc à ce qu'on pouvait penser à l'issue du premier tour, il y a des poches de résistance à cette fameuse vague En Marche. Exemple dans le Jura, 2 députés sortants LR sauvent leur siège. Le maire de Dole, Jean-Marie Sermier, qui est avec nous et qu'on entendra dans un instant. Et puis Marie-Christine Dallo, vous le voyez, pour elle, la victoire est encore plus savoureuse au vu des résultats du premier tour qui ne la plaçaient pas comme favori. Florence Petit, David Martin. Franchement, j'imaginais pas que ça pouvait être si difficile que ça. La candidate Les Républicains vient d'apprendre qu'elle est réélue avec un peu plus de 57% des voix. Pour Marie-Christine Dallo, de ses 3 victoires législatives, c'est de loin la plus belle. J'ai toujours douté, parce que je savais que c'était difficile, parce que je voyais une vague nationale qui s'apparente à un tsunami, tellement il y avait... Et résister à ça, c'est ma proximité, mon travail, la reconnaissance de mon investissement auprès des Haut-Jurassiennes et des Haut-Jurassiens. De son côté, la candidate La République En Marche avait pu espérer, elle aussi, la victoire. Au premier tour, moins de 2 points seulement la séparaient de son adversaire. De toute évidence, mon électorat ne s'est pas déplacé pour le second tour. Les reports de voix qui étaient prévus ne se sont pas faits, probablement parce qu'ils ont estimé qu'En Marche avait une trop grande majorité au niveau national et qu'ils voulaient peut-être freiner les choses. Le Front National s'est massivement reporté sur Madame Dalloz. Ils se sont mobilisés, ils se sont déplacés pour aller voter pour une candidate qui incarne la droite dure, la droite filloniste, conservatrice, et ils lui ont donné la victoire. Avec ce résultat sans appel, la circonscription de Saint-Claude confirme donc son ancrage à droite. On a vu les résistances. Catherine Emziril, à Franche-Comté, était majoritairement à droite jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elle a perdu, la droite, beaucoup de terrain ? Bien non, la grande question qu'on se posait hier soir, avant les résultats, c'était est-ce que la droite va résister ? Eh bien, la réponse est oui, la droite a résisté en Franche-Comté. Déjà, les 4 députés LR sortants sont réélus, Annie Genevard dans le Haut-Doubs, Jean-Marie Sermier et Marie-Christine Dallo, on vient de voir, dans le Jura, Michel Zumkeller dans le territoire de Belfort. Et puis, toujours dans le territoire de Belfort, un nouvel élu, Yann Boucard, il a réussi à garder dans le camp des Républicains la circonscription de Damien Meslot qui ne se représentait pas. Alors, dans la précédente mandature, la droite détenait 8 circonscriptions sur 12 en Franche-Comté. Suite au scrutin d'hier, elle en garde tout de même
5. Alors, symbole de ce qui s'est passé à gauche, c'est la défaite de la députée socialiste Barbara Romagnan, la frondeuse qui a été battue par la candidate de La République En Marche, Fanette Charvier, qui était inconnue il y a encore 6 semaines. Donc, vous voyez, donc 53,5% pour Fanette Charvier. LRM, c'est le grand parti gagnant en Franche-Comté. Il détient maintenant 7 circonscriptions sur les 12. Ont été réélus Éric Alauzet, l'écologiste, Frédéric Barbier, qui avait la double investiture LRM et PS. Et puis les nouveaux députés LRM, outre Fanette Charvier, s'appellent Denis Sommer dans le pays de Montbéliard, Daniel Brulebois dans le Jura, Barbara Bessot-Ballot et Christophe Lejeune en Haute-Saône. Ils ont tous les deux, ces 2 derniers noms, gagné les duels qui les opposaient au Front National. Merci Catherine. Alors Jean-Marie Sermier, on va vous donner la parole. Vous faites partie des résistants. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses aujourd'hui? Vous faites partie des tenants de droite en Franche-Comté qui ont réussi le pari de résister à cette fameuse vague En Marche. Oui, enfin, l'objectif n'est pas de résister à quelque chose. L'objectif est surtout de pouvoir construire. Et comme on l'a dit pendant la campagne électorale, en ce qui me concerne, moi j'étudierai les textes législatifs les uns après les autres et en fonction de l'intérêt pour notre pays, en fonction de l'intérêt pour le territoire et pour ses habitants. Oui, donc je crois qu'au-delà de la résistance... Est-ce que vous avez eu peur entre les 2 tours quand vous avez vu les résultats du premier tour? Peur pour vous? Peur pour Marie-Christine Dallo? Bah écoutez, moi j'étais en tête de 6 points sur le premier tour, donc on a mobilisé quand même l'électorat C'était moins facile que d'habitude, en rappelant que c'est important d'aller voter pour soutenir les candidats. C'est moins facile que d'habitude, vous savez, la 3e circonscription du Jura n'a jamais été une circonscription extrêmement facile. Elle était où votre réserve de voix? Elle était nettement dans l'abstention, et puis peut-être aussi dans un certain nombre d'électeurs qui ont voté En Marche au premier tour, mais qui ont bien compris qu'il y aurait une majorité présidentielle très forte et qui se sont dit, bah voilà, notre député sortant, il a fait du boulot, il n'est pas contre de tendre la main, et donc on revient vers lui. Tendre la main, ça veut dire quoi? Peut-être. Ça veut dire étudier les textes les uns après les autres en fonction de l'intérêt des Français. Quand vous voyez Jean-Marie Sermier facilement réélu dans les circonscriptions, ça veut dire quoi, Didier Paris, que le tsunami qu'on annonçait finalement n'a pas eu lieu et qu'en fonction de la spécificité des circonscriptions, il y a des gens qui ont résisté à cette vague En Marche? Oui, évidemment. Tsunami, moi, c'est difficile de parler de tsunami, en plus c'est péjoratif, mais on a vu une vague de fond. Elle a été puissante aux élections présidentielles, elle a été assez puissante aussi au premier tour des élections législatives. Après que le corps électoral veuille trouver... Est-ce qu'elle a fait peur? Elle a fait peur à des électeurs qui se sont dit c'est trop gros, ça va être une majorité trop forte? Peut-être. Sans doute, cette partie-là, ce que dit aussi M. Sermier n'est pas inexact, ça s'applique un peu partout, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'électorat qui a considéré que les choses étaient acquises, et tout simplement une moindre mobilisation, c'est assez net. Moi, l'analyse que j'ai... En tout cas, sur la 5e circonscription, c'est que c'est assez clairement une forme de remobilisation d'un électorat classique, qui est un électorat de droite dans une circonscription qui était une circonscription classiquement à droite. Donc, c'est pas totalement anormal qu'un certain nombre d'électeurs veuillent revenir à ce fondamental-là. Il n'empêche que moi, j'avais 13 points d'avance au premier tour, 7,5 points d'avance au deuxième tour. Voilà, le geste de l'électeur est suffisamment clair. Didier Martin, est-ce que c'est le premier avertissement des électeurs pour La République En Marche, cette demi-vague finalement, si j'ose dire? Écoutez, moi je pense que les électeurs, ils savaient ce qu'ils voulaient. Et finalement, tous les candidats à La République En Marche, ils ont fait le plein au premier tour et ils ont un peu augmenté leur score au deuxième tour. Donc ceux qui sont originaires d'autres familles politiques et qui voulaient être fidèles à leur famille politique, soit la droite ou la gauche, sont retournés naturellement vers leur famille. La République En Marche, elle trace sa voie, elle a fait le plein au premier tour, elle amplifie son score au deuxième tour. C'est ça qui est important. Là, on a parlé dans les 2 cas de duel entre En Marche et la droite. Vous aviez une spécificité, la première de Côte d'Or, c'est celle qui est liée à la ville de Dijon aussi. Vous avez d'abord affronté le PS avant d'affronter la droite au deuxième tour. Et ça a été un duel, on va dire, difficile, très tendu.
Il y avait 17 candidats sur cette première circonscription de Côte-d'Or. Je n'ai pas affronté le Parti socialiste. J'étais en compétition avec tous les autres. La droite était divisée, il faut le reconnaître. Le Front National, dans le département de la Côte-d'Or, a appelé à faire barrage à La République En Marche. Mais malgré cela, La République En Marche résiste et fait le bon score qui lui permet de placer 4 députés sur 5 en Côte-d'Or. Alors on avait parlé des résistants de droite, on peut parler aussi des survivants de gauche avec Cécile Untermaier du Parti socialiste, réélue députée dans la 4e circonscription de Saône-et-Loire. Bonjour. Alors, est-ce que vous vous considérez comme une miraculée aujourd'hui ? Je n'irai peut-être pas jusque-là. C'est vrai que le premier tour a été difficile, mais j'étais donc qualifiée pour le second tour avec une droite divisée, certes, mais aussi une gauche divisée, puisque nous avions la France insoumise. Et puis, être qualifié au second tour, avoir plus que 2 candidatures, finalement, le paysage s'éclaire et on voit mieux, finalement, les profils. Et je pense que le mien, avec un bilan, avec la volonté d'éviter tout sectarisme que j'avais démontré sur le territoire pendant 5 ans, et puis le souci, finalement, de gens de territoires de campagne qui se laissent moins emporter par des effets de mode et plus par la réalité des choses, a sans doute joué, puisque je précise quand même que j'avais 6 points de retard au premier tour et qu'en arrivant, j'arrive avec 10 points supplémentaires en étant en tête dans toutes les communes quasiment. Cécile Untermaier, est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas exagéré avec l'étiquette PS, c'est le moins qu'on puisse dire, que vous l'avez un petit peu perdu en route et que sur certains points, vous n'étiez pas opposé non plus à la majorité d'Emmanuel Macron. Pas sur tous les points, mais sur un certain nombre de points. On peut dire que vous avez essayé de jouer là-dessus dans cette campagne ? Pas tant que ça, parce que finalement, moi j'ai beaucoup travaillé avec Emmanuel Macron, je le connais, et c'est vrai qu'en face, j'ai eu une candidature en Modem qui est tombée un peu au dernier moment, et qui, à mon sens, au second tour, a montré peut-être une crédibilité moindre que celle que moi je pouvais incarner dans un travail constructif à l'Assemblée nationale, que j'ai déjà mené pendant 5 ans et que j'ai bien l'intention de poursuivre dans les 5 ans qui viennent. Madame, j'aimerais vous poser une question concernant l'avenir du Parti socialiste. On a appris par exemple ce matin que Jean-Louis Fousseret, le maire socialiste de Besançon et qui avait rejoint Emmanuel Macron, quitte le Parti socialiste. Il y a vraiment au Parti socialiste beaucoup de gens qui sont partis ou qui vont encore partir. Comment vous le voyez ? Est-ce que vous voyez votre avenir au Parti socialiste et comment vous voyez l'avenir du Parti socialiste ? Écoutez, moi je vous propose de me réinviter pour qu'on en parle parce que c'est un petit peu tôt tout ça. Et je vais aller à l'Assemblée nationale demain. J'ai demandé à ce qu'on rencontre quand même les collègues, puisque nous sommes en 46 si on compte les divers gauches, le PRG, etc. Qu'on se rencontre et qu'on parle de tout ça, parce que c'est vrai que c'est une vraie question. Et l'avenir du Parti socialiste, en tout cas, je pense qu'il y a de toute façon des gens dont les valeurs précèdent le parti et lui survivent. Donc c'est plutôt à eux et moins à un parti de travailler à une réflexion, comment on peut être utile au pays et à nos circonscriptions avec les valeurs auxquelles nous sommes très attachés. Je pense que c'est une belle question, n'est-ce pas Et avant de vous inviter pour parler du PS, une question beaucoup plus pragmatique. Est-ce que vous allez siéger dans le groupe PS à l'Assemblée ? Écoutez, c'est ce que je vous disais, réinvitez-moi et je vous le dirai. Ah bah non, mais là c'est rapide, le groupe PS c'est dans quelques jours, ça vous pouvez le dire quand même. Oui, justement, c'est dans quelques jours, mais il y a une précipitation. Vous savez, j'ai même pas rencontré mes collègues, j'ai même pas pu échanger un mot avec les collègues avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. On a des gens très intéressants qui ont été réélus. Je suis très contente d'apprendre la réélection des candidats socialistes. Je suis très déçue effectivement de la défaite de certains qui aurait été extrêmement utile dans le territoire de Saône-et-Loire, mais on en est là. Il faut savoir dans quel état d'esprit ils sont par rapport à la confiance au gouvernement. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Merci. Donc il faut qu'on réfléchisse, qu'on travaille. On a nos valeurs de gauche, on veut les défendre, mais je vous dis, je ne vous donnerai pas de réponse aujourd'hui. On va vous réinviter dans quelques jours. Pas d'inquiétude, Cécile Untermaier. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Yann Boucard, lui, est élu député Les Républicains dans la première circonscription du territoire de Belfort. On le retrouve
depuis notre studio de Montbéliard. Yann Boucard, vous avez sauvé la circonscription de votre mentor, Monsieur Meslot, le maire de Belfort, et ça n'était pas gagné d'avance. On vous imagine très satisfait ? Oui, je suis extrêmement satisfait parce que dimanche dernier, j'avais dit à votre antenne que rien n'était perdu, qu'on avait certes beaucoup de retard, mais qu'on allait mobiliser le plus possible pour essayer de rattraper ce retard. On a travaillé toute la semaine, 24 heures sur 24, pour mobiliser les abstentionnistes, les gens de notre famille politique qui n'avaient pas été votés au premier tour, et aussi essayer de convaincre les électeurs qui n'avaient pas voté pour nous au premier tour de nous rejoindre pour faire en sorte que nous puissions conserver ce siège. Est-ce que, Yann Boucard, est-ce que c'est le système Damien Meslot qui a fonctionné, on le sait, très très puissant dans le département du territoire de Belfort? Je crois que c'est surtout le travail de Damien Meslot qui a fonctionné. Parce qu'aujourd'hui, si je suis élu député, c'est parce que je me suis inscrit dans la continuité du travail qu'il avait fait depuis 15 ans, du travail de fond, de proximité auprès des électeurs, auprès des associations, auprès des élus locaux, pour faire en sorte que notre territoire soit bien représenté à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous craignez le recours de Christophe Grudler, votre adversaire, recours qu'il va déposer devant la justice? Absolument pas. Monsieur Grudler peut bien déposer le recours qu'il veut. Les électeurs ont tranché hier soir et je suis absolument serein. Alors comment vous voyez votre opposition à l'Assemblée nationale? Jean-Marie Sermier, autre député LR, qui lui a un petit peu plus de bouteilles que vous, sans jeu de mots, disait qu'il allait voter certains textes qui lui conviendraient. Vous, c'est une opposition franche, massive, ou c'est aussi la main tendue? Non, absolument pas. Je n'aurais absolument pas dit mieux que Jean-Marie Sermier. Et effectivement, c'est ce que j'avais dit pendant ma campagne, ni opposition systématique, parce que je pense que c'est un système qui a vécu et dont les citoyens ne veulent plus, ni approbation automatique non plus, parce qu'il y aura des textes proposés par La République En Marche et qui ne nous conviendront pas pour la France et pour le territoire de Belfort. Yann Boucard, est-ce que vous allez être un des plus jeunes députés LR de la nouvelle Assemblée? Pour rien vous cacher, vos collègues m'ont dit que j'étais le plus jeune, mais je n'ai pas vérifié. Et je crois qu'il n'y a que 2 députés qui seront plus jeunes que moi, 2 de La République En Marche, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. 3e, donc, plus jeune, si j'ose dire. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Montbéliard. Je rappelle que vous êtes donc élu et député du territoire de Belfort. Un tout petit mot. Je reviens un petit peu en arrière pour signaler quand même qu'il n'y a que 2 députés socialistes qui restent en Bourgogne-Franche-Comté et que Cécile Untermaier, qui est quand même l'héritière d'Arnaud Montebourg sur sa circonscription, on n'a pas réussi à lui faire dire si vraiment elle va siéger avec le groupe socialiste à l'Assemblée. Je crois qu'il faut quand même le remarquer. Oui, puis on va avoir tout à l'heure Frédéric Barbier. Voilà, qui, c'est pour ça que je faisais le lien en pensant à Frédéric Barbier derrière. Voilà, la double investiture PS et La République En Marche. Ouais. Ça sent mauvais pour le Parti Socialiste et son groupe à l'Assemblée. C'est rapidement résumé. C'est ce que vous vouliez dire. Alors, contrairement à la droite qui, elle est très claire, donc le groupe LR se formera. On a aujourd'hui plus de 113 députés, si j'ai bien compris. Et autant nous sommes favorables à la main tendue, autant nous sommes favorables à étudier tous les textes, autant on est aujourd'hui sur un groupe qui est extrêmement déterminé. Oui, mais il est quand même possible qu'il y ait un autre groupe un groupe passerelle. À l'intérieur de LR, un groupe passerelle, un groupe Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé, tous ces gens-là ont évoqué ça, non? Non, je crois surtout qu'il y a un groupe LR, LR UDI, et puis d'accord. Ça on a compris. On a bien compris. Et qu'aujourd'hui nous sommes unis et que par rapport à ce qu'on nous annonçait il y a moins d'une semaine, eh bien on est là, on est présent. Plus d'une centaine de groupes de droite qui serait plus proche du pouvoir. Ça, vous en diriez quoi, vous? Si Jean-Pierre Raffarin, il pousse un groupe qui va... Le problème n'est pas d'avoir un groupe supplémentaire. Le problème, c'est d'étudier les textes et puis de les étudier en fonction de l'intérêt. Ça voudrait dire qu'à l'intérieur des Républicains, il y aurait quand même une fracture. Au niveau de nos concitoyens, ce qui est important, vous voyez, il y a une fracture. On parle de fracture. Aujourd'hui, une des fractures essentielles dans notre civilisation et dans notre société, c'est la fracture territoriale. Et il me semble qu'il serait intéressant qu'on puisse avoir... Pour pas répondre à ma question, votre fracture territoriale, quand même. Qu'on puisse avoir une réponse très précise de la part... Qu'on puisse avoir une réponse très précise de la part du gouvernement sur la fracture territoriale et sur l'avenir de la ruralité de 80% du territoire français. Ce débat fait sourire les députés de La République En Marche qui sont en face de vous, Jean-Marie Sermier. Un commentaire? Parce que vous aimeriez bien un groupe de droite qui... fait passerelle un peu. Voilà, fait passerelle. Non, j'aimerais surtout qu'on apporte une réponse rapide. Là, on commande beaucoup ces résultats. C'est normal, on est le lendemain d'élection. Mais donc, votre expertise se fait sentir et vous êtes des observateurs très attentifs de la vie politique. Mais les Français n'attendent pas cela, en fait. Et peu leur importe si la droite sera divisée ou pas divisée. Ça change quand même les choses.
l'opposition sera moins massive, vous ne pouvez pas le nier. Alors vous êtes un nouveau député, mais vous imaginez bien comment ça se passe dans l'hémicycle et en commission. La République En Marche aura la majorité absolue à l'Assemblée. Donc nous devons nous mettre d'accord. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est ça? Absolument. On écoutera leurs amendements, on écoutera leurs propositions, je le maintiens. Leurs amendements, s'ils sont utiles, seront certainement étudiés, acceptés. Ils présideront la commission des finances comme c'est la tradition. Et puis à partir de là, il faut répondre aux questions que se posent les Français sur l'emploi, sur la formation, sur la formation professionnelle. C'est ça qu'ils attendent, et des réponses rapides. Comme Didier Martin, on est plutôt spectateur de la reconstruction politique des groupes, que ce soit le PS, vous l'avez évoqué, ou que ce soit les Républicains. Bon, il me semble que c'est un Premier ministre de droite qui va venir devant l'Assemblée où vous serez majoritaire. Il me semble qu'il y a un socle fondamental, les 350 députés, si on inclut évidemment le MoDem, et c'est tout à fait logique. Ce que nous souhaiterions éviter, c'est qu'au sein de notre groupe, ce soit comment dire Trouvez le bon mot, là. Trouvez le bon mot. Ouais, non, mais on a une majorité absolue. Nous avons une responsabilité absolue. Voilà. Et c'est le point central. C'est-à-dire que nous voulons absolument que le programme qui a été présenté aux Français, qui a été validé par les Français, par Emmanuel Macron, son gouvernement, et les candidats que nous étions devenus députés depuis effectivement quelques heures seulement. Donc nous souhaitons que les choses soient clairement posées sur la table. Aux autres partis politiques unis ou désunis, à la limite, c'est pas notre problème, mais unis ou désunis, de se fixer par rapport à ce programme. C'est la ligne. Après, on sent très bien qu'il y aura des adhésions à la carte. Adhésion volontaire, pas volontaire, adhésion de circonstances. Aussi à certaines lois, à certains projets de loi qui seront estimés bons. Ce que nous souhaitons, nous, mais je reprends ce qu'a dit mon collègue et ami, ce que nous souhaitons, c'est tout simplement que nous puissions nous retrouver sur des textes fondamentaux. On a là, dès maintenant, des textes de reconstruction économique et de protection sociale à mettre en œuvre, sans attendre. Donc, que les uns et les autres attendent pour voir dans quelles conditions politiques ils vont se constituer, c'est une chose. C'est pas vraiment le problème du jour. Alors, il y en a un qui, c'est sûr, Didier Paris, ne sera pas dans votre camp dans quelques jours. Mis en danger après le premier tour, Guillaume Larrivé est passé à l'offensive. Alors, sur notre antenne, il avait qualifié son adversaire d'inutile, de godillot. Une campagne très dure, couronnée de succès dans Lyon. Johanna Albrecht, Quentin César. Guillaume Larrivé savoure sa victoire. Pour la deuxième fois, il remporte la première circonscription de Lyon avec 52,59% des suffrages. 1800 voix d'avance, principalement issues des zones rurales de la circonscription. J'ai été élu en 2012, malgré la vague rose pour M. Hollande. Je suis réélu en 2017 malgré ce tsunami macroniste. J'y vois la démonstration de la confiance et de la fidélité qui m'est donnée par une majorité des habitants de notre territoire de Lyon. Les Républicains remportent 2 des 3 circonscriptions du département grâce à un excellent report des voix. En ballotage défavorable à l'issue du premier tour, Guillaume Larrivé a rattrapé plus de 4,5 points de retard, à la plus grande joie de ses supporters. Heureuse, enfin, oui. On l'attendait, il le mérite Guillaume, c'est un grand, je suis contente pour lui. Depuis 10 ans, on participe vraiment activement auprès de Guillaume, et là, c'est vrai que c'était pas gagné, mais on a gagné. Porte à porte, courrier aux habitants dans chaque village, ces équipes se sont fortement mobilisées pendant l'entre-deux tours. Plus que ravis, nous l'avons soutenu énormément. Et aujourd'hui, on est ravis d'avoir une superbe réussite. L'abstention, plus élevée qu'au premier tour, a également joué en faveur du candidat républicain, qui remporte ainsi une victoire plus nette qu'en 2012. Voilà pour la soirée de Guillaume Larrivé, réélu député Les Républicains dans Lyon. Autre élu du côté des Républicains, c'est Josiane Corneloup qu'on retrouve depuis notre studio de Mâcon. Bonjour, vous êtes donc élu député Les Républicains dans la 2e circonscription de Saône-et-Loire, c'est le Charolais-Brionnais. Merci d'être avec nous. Vous avez peut-être entendu notre débat avec Jean-Marie Sermier il y a un instant. Comment est-ce que vous allez vous situer, vous, dans cette nouvelle Assemblée ?
Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, moi, je suis tout à fait heureuse d'avoir remporté la victoire hier soir, qui était une victoire qui n'était pas forcément acquise, puisque nous avons bien vu qu'à l'issue du premier tour, eh bien, il y avait 7 points d'écart entre nous. Donc, j'étais ravie de voir que les électrices et électeurs de cette circonscription ont reporté leur voix sur ma candidature, certainement au regard de mon implication sur ce territoire, du fait que je sois née, j'ai grandi dans cette circonscription et que je sois élue depuis un certain nombre d'années sur ce grand territoire. Mais on est déjà dans l'après-second tour. Comment allez-vous gérer aujourd'hui votre présence à l'Assemblée nationale avec les projets de loi de la majorité présidentielle et comment allez-vous vous situer au sein de l'hémicycle ? Vous savez, je l'ai dit pendant la campagne, je crois qu'aujourd'hui, l'électorat ne souhaite plus la division systématique, l'opposition systématique. Et j'ai dit que je ne serais pas dans une opposition systématique, que je souhaitais avoir une attitude constructive, responsable. Et j'étudierai donc les textes législatifs et je voterai favorablement ceux qui me paraissent être tout à fait en accord avec l'intérêt général et avec l'intérêt de nos concitoyens. Josiane Cornelot, est-ce que c'est ce que vous avez dit aux gens que vous avez rencontrés dans cet entre-deux tours ? Est-ce que de votre point de vue, c'est ça qui fonctionnait aussi ? C'est-à-dire qu'un certain nombre d'électeurs et d'électeurs de droite voulaient un député de droite, mais ils ne voulaient pas quelqu'un dans l'opposition systématique. Vous pensez que c'est ça qui a marché ou c'est d'autres ressorts qui ont fonctionné ? Je pense qu'il y a un ensemble de choses qui sont entrées en jeu. Certainement le fait que je sois de ce territoire, puisqu'en face de moi, Vincent Chauvet était quelqu'un qui n'était encore pas connu sur ce territoire il y a 3 mois. Le fait que je me sois investie moi-même sur ce territoire depuis de nombreuses années pour la réalisation de projets structurants. Et puis, peut-être, effectivement, comme vous le dites, le fait que j'ai dit très clairement que je ne serais pas dans une opposition systématique, je crois que ça correspond vraiment à un souhait de nos concitoyens aujourd'hui. Je crois que notre pays a besoin de réformes profondes qui doivent être engagées rapidement et c'était quelque chose qui était souhaité. Alors tout à l'heure, Jean-Marie Sermier n'a pas voulu répondre à ma question, mais comment vous voyez le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'il y aura un groupe et puis peut-être un sous-groupe qui pourrait travailler avec Emmanuel Macron et sa majorité ? Autrement dit, est-ce que les Républicains, vous allez rester toujours un groupe homogène où il y a de telles différences entre les uns et les autres que vous allez être forcément obligés de scinder les choses ? Alors écoutez, moi, c'est mon premier mandat législatif, donc je n'ai pas l'antériorité. Donc dans un premier temps, nous sommes conviés pour nous rencontrer et je pense que ceci est nécessaire. J'apprécierai à ce moment les différents courants et nous verrons bien. Je crois qu'il est important aujourd'hui que les Républicains, l'UDI, restent unis. Merci beaucoup pour ces premières réactions. On va rejoindre notre studio de Montbéliard où on retrouve Frédéric Barbier, réélu député de la 4e circonscription du Doubs. Alors on le dit depuis le début de cette campagne, Frédéric Barbier, avec la double étiquette PS, La République En Marche. D'ailleurs c'est compliqué pour nos graphiques qu'on essaye de vous montrer. On ne sait plus trop où vous caser. Au final, Frédéric Barbier, vous serez où ? Au final, je vais siéger avec La République En Marche, mais en même temps, La République En Marche a vocation à réunir des hommes, des femmes de gauche, du centre, de droite, de différentes sensibilités politiques. Moi, je suis un social-démocrate de gouvernement et je pense que les Français en ont soupé de ces combats, de ces combats stériles qui n'aboutissent strictement à rien. Ils nous demandent de travailler ensemble et j'y suis prêt. Alors, la double appartenance pendant une campagne électorale, c'est une chose. La double appartenance après, c'en est une autre. Donc, est-ce que vous allez quitter le Parti socialiste pour siéger à En Marche ? Jean-Louis Fousseret a annoncé ce matin qu'il quittait le Parti socialiste. Alors vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Écoutez, moi je l'ai dit depuis le départ, je suis socialiste et on verra ce que décidera le Parti socialiste. Moi personnellement, je souhaite vous attendez que le PS vous exclue en fait, c'est ça ? Vous ne voulez pas prendre la décision vous-même ?
Je n'attends pas que le PS, chère Catherine, m'exclue. Moi, je souhaite travailler aussi à une forme de reconstruction. Je pense que le Parti socialiste a besoin de se reconstruire. Et je le dis aussi pour les Républicains, ce sont des partis qui, historiquement, ont travaillé sur des projets, ont avancé un certain nombre d'idées. Et je pense que ce serait une erreur de condamner ces deux partis politiques. Voilà. Mais je siégerai avec La République En Marche. Je veux être très constructif, comme je l'ai toujours été. Je sais que j'ai cette expérience-là de savoir travailler au-delà des sensibilité des clivages politiques, et véritablement, si ça peut permettre de faire réussir la France pour les Français, eh bien, je pense que c'est une voie qu'il faut explorer et y travailler tous ensemble. Encore un mot concernant le pays de Montbéliard. Le pays de Montbéliard, ce matin, a 2 députés En Marche, donc Denis Sommer et vous-même. On a un sénateur, Martial Bourquin, socialiste, qui a été très agressif envers vous. Comment vous allez pouvoir travailler avec quelqu'un comme lui, ou d'autres socialistes d'ailleurs ? Je le dis, il faut effectivement arrêter avec ces querelles entre nous. Les Français attendent, et les populations de ce territoire, qui est le 2e territoire industriel de France, nos populations attendent autre chose de nous que ce genre de chamaillerie. Je ne serai jamais là-dedans. Le paysage politique du pays de Montbéliard va être modifié d'une façon considérable, effectivement, avec l'élection de Denis Sommer. J'ai vraiment l'intention, et il le sait, nous avons déjà échangé à plusieurs reprises ensemble, nous avons l'intention de travailler pour notre territoire en termes de développement, de diversification, de services publics pour les populations. Et oui, notre travail à tous les deux doit porter leurs fruits très rapidement. Mais encore une fois, je ne rentre pas dans ces querelles. J'ai entendu ces attaques, elles me touchent parce que quelque part elles viennent de mon camp. Mais je ne m'arrêterai pas pour autant. Je vais continuer sur ma voie. C'est ce qu'attendent les électeurs. C'est le message qu'ils ont passé avec le résultat que j'ai obtenu. Justement, Frédéric Barbier, restez avec nous. La suite va vous intéresser puisque nous allons dans la 3e circonscription du Doubs où les Républicains n'ont pas réussi à conserver leur siège. C'est Denis Sommer, vous l'avez dit, qui l'a emporté face à Frédéric Cartier avec un score très serré hier soir. Et jusqu'au bout, c'était l'attente et l'incertitude, comme l'ont constaté Vanessa Hirson et Laurent Brocard. Tout au long de la soirée, les soutiens de Frédéric Cartier sont sous tension. Les yeux rivés sur les écrans d'ordinateur ou sur les réseaux sociaux, chacun scrute les résultats qui arrivent au compte-gouttes. Et ils sont très serrés. Si le candidat Les Républicains prend un temps la tête, dans la foulée, il perd l'avantage face à son adversaire de La République En Marche. Seulement 56 voix les séparaient à 19h30. Puis 30 minutes plus tard, le résultat définitif tombe. Frédéric Cartier, candidat Les Républicains, perd avec seulement 413 voix d'écart. Donc c'est vous qui on partait sur une bataille qui n'était pas simple. Alors il n'y a jamais de beau score quand on perd. Mais pour quelqu'un qu'on disait sans notoriété et sans capacité, je pense qu'on fait un très bon score. Alors, merci à tous en tout cas. Devant le QG de campagne de Denis Sommer, c'est l'enthousiasme, même si le candidat de la majorité l'emporte d'une courte tête. Bravo. C'est un résultat qui est serré, mais très honnêtement, je m'y attendais. C'est une circonscription où les résultats à chaque fois sont assez serrés. Je rappelle qu'en 2012, Marcel Bonneau avait été élu aussi avec très très peu d'écart. Et Joseph Parnat avant lui avait été aussi élu avec très peu d'écart, donc je savais que ça allait jouer à très peu. Élu député de la 3e circonscription du Doubs, Denis Sommer prend à la droite ce territoire tenu depuis 2002 par le républicain Marcel Bonneau. Alors on a envie d'entendre les nouveaux députés de La République En Marche parce qu'on a entendu des Républicains, plusieurs, de sensibilités différentes. On a entendu Cécile Untermaier pour le Parti Socialiste. Finalement, vous n'allez pas avoir de véritable opposition, Didier Paris, dans cette nouvelle Assemblée. J'ai l'impression que tout le monde est prêt à faire des concessions. Enfin, un mot, je suis assez frappé de l'extrême difficulté de certains candidats que vous avez interrogés aujourd'hui à dire ce qu'ils feront exactement. C'est quand même assez étrange, et quel que soit le bord politique auquel vous vous êtes adressé. Vous avez un axe central, l'axe de La République En Marche. Le programme est clair, la vision est claire, l'intention est claire. Et puis vous avez à côté des gens qui s'y associeront ou pas. Moi, ce que je crois, c'est que, tout simplement, le gouvernement sera jugé sur les actes. L'action politique sera jugée sur les actes. Moi, j'attends tout simplement que l'action politique des partis socialistes, les Républicains que vous avez interrogés tout à l'heure, soit elle aussi jugée sur des actes. Justement, vos actes voilà. À vous, vos premiers dossiers, vos premières mesures, on les connaît, hein, les grands chantiers d'Emmanuel Macron, mais vous,
comme député en Bourgogne-Franche-Comté, vous aurez envie, à cœur de porter quoi? Déjà, on a un premier schéma, je l'ai indiqué tout à l'heure, développement économique et développement des solidarités, qui est extrêmement fort, qui est extrêmement puissant. Notre rôle à nous, ça va être bien sûr de faire en sorte qu'il soit perçu, qu'il soit effectif dans nos territoires. Mais si vous mettez bout à bout la réforme du travail, si vous mettez bout à bout la suppression des cotisations salariales sur le chômage et la maladie, si vous mettez les premiers éléments de la réforme de la retraite, enfin, vous avez un corpus, si vous voulez, vous avez quand même un schéma de travail qui est énorme. On verra très vite le positionnement politique des autres partis sur ces terrains-là. Soit ils considèrent qu'effectivement il y a une attente très nette des Français, et nous semble-t-il, elle est là. N'oublions pas quand même l'élection dans laquelle nous venons de sortir. Enfin, c'est un quitus qui est donné à une posture politique, c'est pas pour autant un quitus qui sera donné à l'avenir. Vous voulez le faire très vite tout ça, parce que dans le dernier quinquennat, on se souvient qu'on commençait quelque chose et puis 3 ans après, en général, c'était toujours pas arrivé. Alors c'est le temps législatif effectivement, mais est-ce qu'il vous semble qu'il faut aller, et je pose la question à Didier Martin, beaucoup plus vite que ce qui s'est passé dans le quinquennat précédent? Ça veut dire ordonnance, peut-être, mais voilà. Alors, l'histoire des ordonnances a été débattue dans cette campagne. On l'a beaucoup fait. Comme d'autres dossiers assez sensibles comme la CSG. Mais au-delà, il y a la vitesse. Je dirais, il y a la vision. Et comme le disait François Patria, Emmanuel Macron ira loin parce qu'il voit loin. Et il a conçu et chiffré son programme avec des économies incontestables qu'il faut faire, avec des ressources qu'il faut rendre plus justes, plus équitables pour l'ensemble de la population. C'est la réforme qui touche la CSG. Et puis, c'est le choc psychologique que le monde du travail doit, la prise de conscience avec des mesures effectivement qui ont un fort écho. On parle de réduction des charges sociales pour les entreprises, on parle de gains de pouvoir d'achat pour les plus faibles salaires, pour l'allocation adulte handicapé, pour le minimum vieillesse. Mais bref, les gains, il faut que les Français les aient quand? Eh bien, le plus tôt possible. Sur le Code du travail, il faut une procédure accélérée, respectueuse malgré tout des partenaires sociaux, puisque ces accords qui seront signés à Matignon fera le dialogue. On va faire réagir Jean-Marie Sermier, parce que là, j'ai l'impression que vous buvez du petit lait. Vous souriez béatement. Est-ce que la précipitation, la vitesse, c'est quelque chose qui vous va, ou vous dites attention? Mais c'était toutes les mesures énumérées qui nous faisaient plaisir. Je pense que d'abord, effectivement, on peut être d'accord sur la revalorisation du travail. La valeur travail, c'est une de mes valeurs essentielles. Je pense qu'on peut être d'accord sur le fait qu'on redonne du pouvoir d'achat aux Français, à condition qu'on n'en prenne pas d'un autre côté en additionnant de la CSG supplémentaire à tous les revenus. Au niveau fiscal, donc tout ça, c'est important. Moi, je vous rappelle quand même que dans tout ce que vous avez cité, vous avez oublié 80% du territoire. On a aujourd'hui, et moi je l'ai sur ma circonscription, bien entendu le message que la ruralité peut faire développer notre pays, que la ruralité peut être un élément essentiel pour être acteur d'un rebond au niveau français. Et je voudrais me battre, moi, dans les mesures que vous avez citées, et effectivement, on peut faire un petit bout de chemin ensemble, mais me battre pour faire en sorte que nos communes, nos villages, nos petites villes puissent trouver un lien dans notre territoire pour ne pas tout métropoliser la France. On disait tout à l'heure. L'agriculture, 15 milliards d'investissements pour la modernisation de notre agriculture. C'est un signe fort. Mais il faut le faire. Le tout, c'est pas de l'annoncer. Le tout, c'est de le mettre en place maintenant. Mais je peux vous assurer un truc, c'est que quand on a des groupes parlementaires qui sont extrêmement importants, quelquefois, c'est plus compliqué que ça. Justement, en parlant d'opposition, parce qu'on a dit tout à l'heure que même les Républicains sont prêts à vous tendre la main, est-ce que votre première opposition ne va pas se manifester cet automne dans la rue, quand j'entends parler de loi de travail et ce genre de choses? Est-ce que c'est pas votre crainte? Il faut vraiment souhaiter que ce ne soit pas le cas. Comment ça peut ne pas l'être? Des idées claires. Je crois que tout le programme a été mis clairement à plat, débattu, revu et ainsi de suite. 2, une négociation. Vous avez sur le droit du travail, si c'est l'exemple que vous prenez, c'est ça qui va mettre des gens dans la rue. 48 réunions qui ont d'ores et déjà été prévues. Réunions avec les organisations patronales, les organisations syndicales. 48. Le gouvernement a accepté que, même si la voie de l'ordonnance est en soi une bonne voie, c'est pas un problème technique, c'est un problème de consensus et de discussion. Le gouvernement a accepté de donner un tout petit peu de temps au temps. L'objectif, c'est fin septembre, début octobre au plus tard.
ça doit permettre d'avoir une vision claire et d'appliquer les règles que nous avons prévu d'appliquer, et en troisième lieu, effectivement, sinon un consensus, en tout cas qu'un débat suffisamment ait lieu pour ce point. On arrive au terme de cette émission. J'aimerais vous poser une dernière question, mais une réponse en un mot chacun. Comme député de la région, en Bourgogne-Franche-Comté, on a parlé d'agriculture il y a un instant, vous auriez envie de pousser quel projet de loi particulièrement, Didier Martin? Je dirais la formation professionnelle. Didier Paris. Tout ce qui fait la liberté donnée aux entreprises et à la création de valeur. Jean-Marie Sermier. Le développement de la fibre optique dans tous les villages de Bourgogne-Franche-Comté. Ça fait déjà 3 bons chantiers, ça. Ça nous fait 3 débats. Ça nous fait 3 débats pour la rentrée. Merci à vous d'avoir participé à cette émission spéciale. Je vous rappelle tous les résultats, les réactions. bfc.france3.fr. On se retrouve à 19h pour le 19-20. Bonne journée à tous sur France 3.